Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer cette rencontre intitulée Palestine, non-assistance à peuple en danger. Cette rencontre est organisée autour du livre de Pascal Boniface qui vient d'être publié il y a une dizaine de jours aux éditions Max Milo, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara. Merci à toutes et tous d'être venus nombreux ce soir. Je crois savoir que vous êtes aussi très nombreux à nous suivre en visio. Je vais dans un instant présenter les intervenants et leur donner la parole. Mais avant de débuter, j'aimerais dire quelques mots pour introduire la discussion. Comme vous le savez, la situation est exceptionnellement grave. Tout cela se déroule en direct sous nos yeux et le silence est assourdissant. Le contexte, on le connaît, mais on va quand même le rappeler, c'est une séquence qui débute avec les attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Depuis, qui ont fait 1200 morts et 251 otages, dont certains sont toujours vivants et retenus à Gaza. Depuis, ça fait donc 18 mois qu'Israël pilonne Gaza. On ne cache plus désormais le projet de vider Gaza de ses habitants, si l'on en croit les récentes déclarations de Trump, et il faut les croire. Et si l'on en croit également la récente création d'une administration ou d'une agence israélienne euh, qui a pour objectif d'organiser le départ volontaire des habitants de Gaza vers des pays tiers. Alors j'aimerais insister quand même sur le volontaire, puisque comment peut-on parler de départ volontaire lorsqu'on bombarde une population et qu'on la fame? Et je souligne également, alors c'est la traduction que j'ai pu constater à plusieurs reprises de cette instance ou de cette agence israélienne, donc qui a vocation à faciliter le départ volontaire des habitants de Gaza. Je constate qu'on ne parle même plus de Palestiniens. Et si on avait besoin d'être davantage convaincu, il n'y aurait qu'à suivre les évolutions des récentes heures, puisque là aussi, on a eu certaines déclarations, notamment celle de Smotrich, expliquant qu'il s'agissait de conquérir Gaza et de conserver cette enclave, quand bien même il y aurait une négociation pour libérer les otages. Donc la situation est exceptionnellement grave. Les ONG, on y reviendra, telles Amnesty, qui ont investigué et conclu au génocide, de même que la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, sont critiquées pour leur travail. Euh, le débat en France est particulièrement délétère. On y reviendra peut-être, Pascal, mais la lecture culturaliste et civilisationnelle du conflit y est sans doute pour beaucoup. Toute personne s'opposant ou critiquant la politique du gouvernement israélien est taxée d'antisémitisme ou d'être pro-Hamas et donc d'être un terroriste en puissance. Euh, et puis, les mouvements de solidarité avec les Palestiniens sont réprimés et tendent à être de plus en plus criminalisés. Donc là, je viens d'énumérer un certain nombre de sujets. La liste est bien longue. Évidemment, vous n'êtes pas venu m'écouter, mais écouter les intervenants qui nous font le plaisir d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'aimerais commencer par présenter Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du Monde diplomatique et qui a publié en octobre dernier aux éditions Armand Collin Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. Merci d'être avec nous ce soir. Jean-François Corti, qui est chercheur associé à l'IRIS et président de Médecins du Monde. Merci Jean-François. Nathalie Godard, qui est la directrice de l'action d'Amnesty International France. Et Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, qui est donc l'auteur de l'ouvrage dont je vous ai parlé il y a un instant. Pascal, je vais peut-être commencer avec vous. Première question. Dans ce livre, vous revenez et vous listez méthodiquement les appels et les rapports des agences onusiennes, des ONG qui sont restées lettres mortes. Vous listez aussi dans un chapitre édifiant les déclarations de certains décideurs israéliens. On pense notamment à Yoav Galan et aux animaux humains. Vous revenez sur les réseaux d'influence, sur leurs relais,
sur les stratégies de communication et sur les éléments de langage qui sont déployés. Vous parlez aussi d'islamophobie, de la manière dont l'islamophobie s'insère dans le traitement du conflit israélo-palestinien. Euh, c'est un conflit que vous suivez depuis des décennies, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Et pourtant, à la lecture de ce livre, on sent une volonté de dire les choses, une urgence. Ce livre, c'est une volonté de rompre le silence et de ne pas céder ou oui, céder à la faillite morale. Oui, enfin, c'est un conflit qui me suit autant que je suis d'ailleurs. Mais oui, effectivement, on a tous assisté complètement frappés aux attentats du 7 octobre. Mais moi, j'avais publié un livre fin août 2023 où je m'étonnais du double standard, du traitement que l'on faisait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec une condamnation très ferme, très vive de l'agression russe, qui est justifiée, des bombardements de civils ukrainiens par la Russie, ce qui est justifié, comparé à un silence sur la même type d'opération régulière sur Gaza et des Palestiniens. Et puis arrivé le 7 octobre, alors bien sûr, ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'est pas question de considérer le Hamas comme un mouvement de résistance, ce sont des attentats que l'on condamne, mais le fait de condamner les attentats ne doit pas nous empêcher de condamner la suite. Et effectivement, de dire que tout n'a pas commencé le 7 octobre, et parmi les mensonges qui circulent, le fait de dire qu'il y avait la paix et que les attentats du Hamas sont venus briser une situation paisible et pacifique qui existait auparavant. Il y avait une situation d'occupation, il y a une situation de répression, et il y a depuis une situation de crise génocidaire depuis. Et donc, effectivement, je vois un peu les réactions des uns et des autres, mais moi, je suis un peu usé à ça depuis maintenant 25 ans. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'exprimer, et dans les débats, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas organiser de débat. Et c'est vrai que les différents plateaux télévisés, il est plus facile de jouer les moralistes quand on parle de l'Ukraine que quand on vient sur le Proche-Orient. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, le conflit a été invisibilisé. Le 7 octobre l'a remis au premier plan, mais pour parler de la douleur des Israéliens, pour parler du sort des otages, pour parler de l'angoisse des familles des soldats israéliens qui partaient au combat, moins de parler de ce qui pouvait se passer à Gaza. Et puis, on a beaucoup moins parlé effectivement des bombardements sur la population civile, contrairement à ce qui s'est passé en Ukraine ou contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres conflits. Et il y a à la fois le fait que les médias sont très frileux sur le sujet, en disant que ça divise l'audience, que ça met de l'huile sur le feu. Je pense au contraire que c'est en n'en parlant pas qu'on met de l'huile sur le feu. Et quand il y a un sujet aussi important sur lequel il n'y a pas un débat républicain, ouvert, contradictoire qui est organisé, bien le débat se déroule sous d'autres formes, sous des formes plus perverses, sous des formes plus complotisme. Et le fait d'en parler ouvertement est plutôt une façon de lutter et contre l'antisémitisme et contre le complotisme plutôt que de le nourrir. Ce que l'on peut aussi déplorer, c'est qu'il est très difficile d'avoir un débat sain là-dessus, puisque les gens n'ont pas envie de parler à ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a plein de gens que j'aurais aimé inviter, mais qui ne seraient peut-être pas venus pour cela. Et on voit bien qu'on circule dans des cases. Et effectivement, il y a un traitement médiatique depuis le 8 octobre qui est tout à fait différent. On parle, le nombre, je fais la liste, le nombre de unes consacrées à la vision israélienne, qu'il s'agisse des otages, qu'il s'agisse des victimes des attentats du 7 octobre, qu'il s'agisse des familles israéliennes. Le nombre de unes sur la plupart des journaux est très développé d'un côté, et on invisibilise complètement la douleur des Palestiniens qui ne doit pas être pris en compte. Alors, on peut dire que La Croix et Le Monde dans les médias mainstream s'échappent un peu à cela, mais pour le reste, c'est quand même très visible. J'en fais la comptabilité. Et puis, effectivement, puisque Nathalie Godard nous fait l'amitié de venir, les rapports des ONG, les rapports des agences onusiennes, tout ceci, c'est quand même... Personne ne pourra dire nous ne savions pas. Personne ne pourra dire nous ne savions pas parce que c'est largement documenté et il y a des gens qui ne veulent pas en parler, mais c'est leur responsabilité de rédacteurs en chef, de propriétaires de journaux, de médias que de ne pas vouloir en parler. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas parce que aussi bien les propos déshumanisants sur les Palestiniens de la part de certains dirigeants israéliens et de la part de certains journalistes, de la part de certains médias, y compris émettant en France, c'est quand même hallucinante. Et on en est, puisque le week-end dernier, il y a eu un assassinat dans une mosquée. Bon, au moins, le Premier ministre a utilisé les termes qu'il fallait. Mais quand on voit que le terme d'islamophobie est même devenu tabou,
et que le fait de l'utiliser te fait passer pour un suppôt des mollahs iraniens avec l'explication historiquement fausse et politiquement injustifiée de dire que ce sont les mollahs qui ont inventé ce terme pour éviter toute critique de la religion. Non, quand on tue quelqu'un dans une mosquée en criant ton Dieu de merde, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec l'islam. Et quand on arrache souvent avec violence le voile des femmes qui sont voilées ou qu'on les insulte, on voit bien cela. Et donc, effectivement, il y a aussi ce forme d'importation du conflit par rapport à cela. Donc oui, j'avoue que j'ai un peu hésité avant de me replonger parce que je sais très bien ce que ça coûte de parler de ça. Enfin, d'une part, j'ai un peu passé l'âge d'avoir peur. D'ailleurs, j'ai jamais eu peur finalement, et je pense que il est vraiment utile de continuer à parler des choses telles qu'elles sont et de ne pas céder à la peur, de ne pas céder au terrorisme intellectuel. Il y a un terrorisme physique qui détruit des vies, qui détruit des familles, qu'il faut condamner, mais je crois qu'il ne faut pas non plus être doux avec le terrorisme intellectuel qui consiste à faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, à tronquer des citations que l'on peut faire, à faire tenir des propos qu'ils n'ont pas tenus et à les accuser. Non, je ne pense pas que condamner les bombardements des civils palestiniens est pro-Hamas. Je ne pense pas que reconnaître la Palestine aujourd'hui serait une prime au terrorisme. Je ne crois pas, et on voit bien tout ce narratif. Et quant à ceux qui disent, vous parlez de la Palestine parce que c'est Israël qui est en face, vous ne parlez pas des autres conflits, d'une part c'est faux. À l'IRIS, on parle aussi bien du Soudan, aussi bien de la RDC, et Amnesty, Médecins du Monde agissent sur tous les autres conflits, et le monde diplomatique parle aussi de tous les autres conflits. Donc il n'y a pas une focalisation sur cela. Et je pense que c'est plutôt au contraire des gens qui d'habitude se foutent complètement de ce qui arrive au Soudan ou au RDC, qui tout d'un coup instrumentalisent ces malheurs pour empêcher la critique. Et donc, moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde, bon, avec des gens avec qui je me sens en phase intellectuelle comme ce soir, mais aussi avec d'autres, mais je doute que ceci m'invite à débattre. Parce qu'il ne va pas donner la parole, et peut-être aussi que finalement l'argumentation est plus facile de façon solitaire et univoque qu'en contradiction, et que peut-être que leur refus de débattre avec moi est aussi l'aveu implicite qu'ils ne sont pas aussi sûrs de leur solidité argumentaire. Merci Pascal. Jean-François, je me tourne vers vous. Ça fait 2 mois que les bombardements ont repris, que toute aide humanitaire est empêchée d'entrer. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un topo de la situation actuelle? Je ne parlerai pas de crise humanitaire, je parle de crise d'humanité. Vu le contexte, on est à environ 53 000 morts, et encore, ce sont des morts qui ont été comptabilisés, donc ça ne prend pas en compte toutes les personnes qui sont restées sous les décombres ou tous les morts liés à des défauts de soins. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une crise d'asthme décompensée, un diabète décompensé ou un infarctus, vous appelez pas le SAMU à Gaza, vous mourrez sous votre tente et sans que ce soit comptabilisé. On estime qu'il y a environ 110 000 à 120 000 blessés et qu'il faudrait évacuer au moins 20 000 personnes, dont une majorité d'enfants, dans les hôpitaux de la sous-région pour pouvoir leur apporter des soins qui soient adaptés, parce que dans Gaza, c'est près de 90% du système de santé qui est à plat. C'est une dizaine d'hôpitaux qui sont encore fonctionnels, mais qui tournent à minima, sans forcément avoir tous les médicaments nécessaires, sans forcément avoir l'essence régulièrement pour faire tourner les groupes électrogènes et avoir de l'électricité. Donc voilà, 53 000 morts, 120 000 blessés, c'est pratiquement 100% de la population qui a été déplacée au moins une fois. La grande majorité a été déplacée à plusieurs reprises. Et puis, c'est au moins 80% des infrastructures essentielles et des habitations qui ont été laminées par des bombes qui ont détruit des quartiers entiers. Donc, on est dans un contexte, effectivement, où, au lendemain des atrocités du 7 octobre, se créent les conditions d'un siège. Et je distingue le blocus du siège. Gaza était déjà sous blocus depuis près de 17 ans, où déjà on calculait les calories qui rentraient dans cette bande de quelques kilomètres de long sur quelques kilomètres de large, et où c'était 500-600 camions qui rentraient dans cette bande parce que elle n'est pas autosuffisante à plein d'égards. Mais déjà, elle était sous blocus, c'est-à-dire sous contrôle d'entrée de biens, notamment de première nécessité. Et après le 7 octobre,
On a eu affaire à un siège, donc c'est-à-dire un blocus qui se redouble de bombardements, de destruction massive, avec le résultat que je vous ai évoqué. Et là, ce qui fait la spécificité de ce contexte, pour avoir vécu, moi et les acteurs humanitaires, soit Nathalie ici, d'autres qui ont vécu des terrains un peu difficiles, que ce soit ce qui s'est passé à Grozny, ce qui a pu se passer à Raqqa, ce qui a pu se passer aussi en Ukraine, c'est que là, les populations étaient d'emblée dans une prison à ciel ouvert et qu'elles n'ont pas pu s'échapper, en fait. On le sait dans beaucoup de situations, lorsqu'un siège se prépare, les familles, les enfants s'en vont et souvent il reste quelques soignants, des combattants, des personnes âgées souvent, en défaut de solidarité, de lien de solidarité. Et donc, cela paye un lourd tribut. À Gaza, c'est tout le monde qui a payé un lourd tribut. Et c'est aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants qui sont morts, y compris des centaines de nourrissons. Et c'est des milliers d'enfants qui sont, et c'est une autre spécificité de ce territoire, orphelins, amputés et sous stress post-traumatique, comme je dirais la grande majorité des habitants de Gaza. Donc on est dans un contexte exceptionnel où, on va y revenir, le droit international humanitaire qui n'est pas censé arrêter la guerre, mais en tout cas essayer de l'humaniser en protégeant les civils, les soignants, les aidants, est totalement balayé d'un revers de main. C'est près de 400 humanitaires qui ont été tués depuis près de 18 mois, ce qui n'a jamais été observé sur un terrain de conflit contemporain, avec une grande majorité d'acteurs de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, qui travaille dans Gaza, en Cisjordanie aussi, en Jordanie, au Liban, en Syrie, mais aussi des acteurs humanitaires d'ONG. Médecins du Monde, par exemple, on a perdu un médecin, un jeune médecin de 27 ans, qui coordonnait nos activités mobiles, qui avait été formé en Angleterre, qui était très compétent et qui est mort avec toute sa famille sous les bombes fin 2023. C'est une dizaine de staff de Médecins sans frontières aussi qui ont été tués. Et puis, c'est une dizaine d'expatriés, et la grande majorité sont ceux de l'organisation World Central Kitchen qui ont été aussi tués sous les bombes. Mais on voit bien quand même que les autorités israéliennes font attention de ne pas tuer trop d'expats, une grande majorité d'humanitaires de Gaza. Et Médecins du Monde, on a une centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent dans Gaza. On avait, pendant la trêve, pu augmenter notre opérationnalité dans Gazaville, dans Rafah, dans Khan Younes. Et aujourd'hui, avec les opérations qui ont repris militaires, on est à nouveau concentré dans Dar el-Bala, où on fait des centaines de consultations dans des centres de santé, de droit en santé sexuelle et reproductive, de médecine générale, de santé mentale, mais avec de moins en moins de médicaments. On fonctionne aujourd'hui sur des dons de l'OMS et des Nations Unies, mais depuis 2 mois, comme tu l'as rappelé, plus rien ne rentre. Et donc, nous sommes sur une pratique d'action humanitaire, je dirais, de survie, quoi, hein, où on ne fait même pas de la médecine de guerre, on fait de la médecine de bas étage avec ce que l'on a entre les mains. Donc, ce qu'on a observé aussi, c'est l'utilisation de la famine, l'utilisation de la destruction du bâti comme arme de guerre pour voilà, mettre la pression sur les populations civiles dans une logique de punition collective. Et une ONG comme la mienne, on ne sommes pas comme Amnesty ou Human Rights Watch, des organisations de juristes, donc on n'a pas forcément la légitimité de pouvoir dire et d'affirmer que d'un point de vue juridique, on est dans un contexte de génocide, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les 5 piliers factuels qui permettent de définir un génocide, tout ce qui relève de la maltraitance, de l'aide empêchée, de la création de conditions de vie indignes, tout ça, on le corrobore et on l'observe sur notre terrain d'intervention. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une punition collective dans un contexte de politique coloniale assumée où le suprémacisme crée les conditions de négligence de vie humaine, y compris d'enfants, de nourrissons et autres. Et simplement pour m'arrêter là, vous dire aussi qu'en Cisjordanie, la situation n'est pas reluisante, que depuis début 2025, Médecins du Monde a aussi des opérations depuis de nombreuses années.
On a aussi une centaine de personnes qui travaillent à Tulkarem, entre autres à Jenin et autres, depuis le début 2025. C'est au moins 50 000 personnes qui ont été déplacées avec des modalités opératoires de l'armée israélienne qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, c'est-à-dire des bombardements, des chars, voilà, des méthodes d'un militaire intense. Donc, au moins 50 000 personnes déplacées, de nombreux checkpoints, de nombreux barrages qui rendent les mobilités des équipes compliquées, des villes aussi qui sont sous siège, alors avec moins de casques que sur Gaza, mais qui créent les conditions d'une aide empêchée. Et donc, voilà, une colonisation active dans un contexte où non seulement les humanitaires sont tués, non seulement l'UNRWA est aussi méprisé avec, vous le savez, une évolution juridique qui fait que les acteurs israéliens n'ont plus le droit d'être en lien direct avec eux, l'UNRWA ne peut plus bosser avec eux, mais aussi dans un contexte où l'espace humanitaire se restreint pour les ONG internationales, pour les ONG israéliennes aussi, je pense à B'Tselem d'entre autres, mais il y en a plein d'autres qui sont de plus en plus en difficulté de pouvoir travailler parce que la législation israélienne évolue et crée les conditions pour que tout ce qui relève du soutien à des ONG qui remettraient en question la politique israélienne est condamnable et doit être condamné. Merci Jean-François et merci de mentionner la Cisjordanie qu'on oublie aussi trop souvent. Nathalie, compte tenu de tout ce que vient de dire Jean-François, donc tout cela a été largement documenté. Tout à l'heure, j'évoquais le rapport sur le génocide qui a été publié en décembre dernier. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous expliquer un petit peu comment les équipes ont investigué et comment est-ce qu'elles en sont venues à parler de génocide? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et tous. Alors, effectivement, on a abouti à cette qualification. J'aurais commencé par dire que c'est la première fois dans l'histoire d'Amnesty International que nous aboutissons par nous-mêmes à cette qualification. C'est parce que le crime de génocide, c'est un crime qui est extrêmement compliqué à démontrer, parce il est caractérisé pas seulement par des actes, et Jean-François a parlé de 5 actes, effectivement, dans la Convention de 1948, on parle de 5 actes qui constituent un génocide, mais il est surtout constitué par l'intention. Et qu'on ne peut pas arriver à la qualification de génocide sans à la fois étudier les actes, mais aussi démontrer l'intention. Et c'est extrêmement difficile de démontrer l'intention. La deuxième chose que je voulais dire aussi, juste pour commencer, c'est dire que en droit international, quand on parle des crimes internationaux, c'est-à-dire les crimes les pires, ceux qui sont sous la juridiction, sous la compétence de la Cour pénale internationale, donc c'est crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime de génocide, il n'y a pas de hiérarchie entre ces crimes. On devrait être autant catastrophé quand on parle de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, quand on parle de génocide. Après, la notion de génocide, elle a une dimension historique, symbolique extrêmement forte, et on en est tout à fait conscient. Mais on a parlé de crimes de guerre euh, dès le début de cette phase de conflit, à la fois d'ailleurs pour parler des crimes du Hamas que pour parler de ceux d'Israël. Et on a parlé de crimes contre l'humanité aussi. Donc il y a aussi à un moment une question à quel moment est-ce que on provoque des réactions. Il y a des réactions dans la communauté internationale à partir du moment où voilà, même des qualifications les plus graves. Moi, j'ai entendu, bon, c'est des crimes de guerre finalement. C'est moins grave que le crime contre l'humanité. Ah non, non, c'est pas moins grave. En droit, on est sur des qualifications tout aussi graves. Donc, je voulais commencer juste par préciser ça. Après, pour aboutir à la qualification de génocide, on est parti de la Convention de 48. Et donc, on a essayé déjà d'analyser en droit international la jurisprudence, l'expertise qu'il y avait, les différents analyses qu'il y avait sur ce que c'est que le génocide. Et donc, on a regardé l'intention génocidaire. Et en fait, pour démontrer le crime de génocide, il faut qu'on puisse démontrer que tous les actes qui se sont déroulés depuis le 7 octobre 2023 ne peuvent pas être expliqués autrement que par l'intention génocidaire. Il ne s'agit pas d'erreur, il ne s'agit pas d'objectifs militaires. Et donc, on a dû regarder un peu en creux aussi et examiner s'il y avait d'autres types d'intentions qui étaient démontrables. Donc, on a regardé les actes, évidemment, les bombardements indiscriminés, les bombardements qui ciblent des civils, les bombardements disproportionnés. Donc tous ces actes qui vont à la fois
provoqué des décès. Là, Jean-François a parlé de 53 000 morts à ce jour, et aussi des blessures à la fois physiques et psychiques. Euh, et le troisième acte qu'on a caractérisé, c'est l'acte qui consiste à créer des conditions de vie, en fait, qui vont condamner collectivement la population à une mort lente. En fait, ce troisième acte qui a été extrêmement important dans la démonstration du crime, c'est le fait de délibérément créer des conditions qui ne permettent plus la vie. Et donc, on a vu que dans le cas des actes de l'armée israélienne, il y a la destruction des terres arables, la destruction des hôpitaux, la destruction des immeubles, la destruction du système d'eau, le blocage de l'aide humanitaire, le fait de viser d'ailleurs aussi des organisations humanitaires, la destruction des maisons. En fait, on a détruit toutes les possibilités, tout ce qui va permettre la vie sur Gaza. Et ce qu'on a démontré, c'est que n'y avait pas d'objectif militaire la plupart du temps qui était lié à ces actes. Il y a eu quelques cas où on a trouvé qu'il y avait des objectifs militaires, on l'a d'ailleurs mis dans le rapport, mais ils étaient pas suffisamment importants, et parfois aussi éloignés de là où le bombardement avait eu lieu. Donc ça ne pouvait pas justifier ces actes-là. Et l'idée d'erreur, si on peut la comprendre pendant quelques jours, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des erreurs pendant 18 mois de guerre qui permettent d'étudier ça. Donc ça, c'est pour les actes. Et pour finaliser sur l'intention, on a également étudié les déclarations des autorités israéliennes. Notamment, on a étudié de près 212 déclarations de membres des autorités israéliennes, dont le Premier ministre et d'autres membres du cabinet de guerre, et parmi eux ceux qui sont aussi en charge directement de l'offensive. Donc, dans ces 212 déclarations, alors Pascal a reparlé, je ne sais plus si c'est vous qui avez reparlé de cette déclaration du Yoav Galang sur les animaux humains, mais elle n'est pas isolée, cette déclaration, il y en a eu énormément d'autres. Et on les retrouve aussi dans les vidéos que les soldats prenaient d'eux-mêmes, où ils reproduisaient un certain nombre de ces déclarations. Voilà, se les appropriaient. Il faut remettre ça aussi dans un contexte qui est que les déclarations qui déshumanisent les Palestiniens ne datent pas du 7 octobre 2023 et de ces jours d'après. On sait aussi que ça fait des années qu'il y a un certain nombre de déclarations qui mettent en cause le fait que le peuple palestinien existe. Je vous parlais de Smotrich tout à l'heure. Effectivement, il fait partie de ceux qui ont aussi développé cette rhétorique raciste. Donc voilà, il y a eu toute cette intentionnalité qu'on a pu démontrer. On nous a parfois reproché d'avoir mal interprété la jurisprudence de la Cour internationale de justice, notamment en disant que la jurisprudence sous-entendrait que l'intention génocidaire doit être unique. Ça n'est pas ce que nous avons retenu, et ça n'est pas ce que retiennent tous les experts juridiques qui ont relu notre rapport, parce que cette analyse signifierait qu'à partir du moment où il y a une guerre, donc d'objectifs militaires, l'intention génocidaire n'existe jamais. Ce qui n'est évidemment pas possible, en tout cas qui ne correspond pas à la réalité. Donc voilà, en mettant ensemble les actes et tout ce qu'on a analysé en termes d'intentionnalité, on a abouti effectivement à cette qualification de génocide, qui est une qualification très forte, qui aussi a la particularité d'entraîner des obligations. Pour les États qui sont signataires de la Convention de 1948, il y a des obligations légales. Ils doivent tout faire pour empêcher, pour prévenir et pour arrêter un crime. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est extrêmement complexe pour les États signataires de reconnaître qu'il y a génocide, parce que ça voudrait dire qu'ils sont obligés là, de tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Merci, très clair. Anne-Cécile, je me tourne vers vous. Au regard de ce qui vient d'être dit, et notamment de l'obligation des États signataires, est-ce que vous pouvez peut-être réagir sur la diplomatie française et plus largement sur la réaction de la communauté internationale? Oui, bonsoir. Il me semblait important de faire un focus sur la diplomatie française parce que malgré les manœuvres des dirigeants français depuis des années, la France reste un pays important, un pays puissant qui pourrait faire des choses et qui malheureusement est en dessous
de ses obligations, en dessous de ce qu'elle pourrait faire. Et c'est d'autant plus rageant qu'on sait que dans l'histoire, et c'est ce que je vais vous développer un petit peu là, elle a été beaucoup plus juste et beaucoup plus courageuse sur cette question du conflit israélo-palestinien. Je discutais l'autre fois dans une réunion au Quai d'Orsay avec des diplomates et qui me disaient mais vous êtes trop critique, la France n'a pas changé de diplomatie et puis on condamne, c'est pas vrai qu'on fait rien, on condamne, etc. Alors, si je trouve que je suis allée regarder les communiqués du Quai d'Orsay et ceux de l'Élysée, et effectivement, on trouve le verbe condamner. Alors d'abord, il arrive très tard alors que les violations du droit international ont commencé quasiment tout de suite, dès la fin octobre. Le verbe condamner intervient au printemps 2024 seulement. Alors qu'il y a déjà eu, y compris des infrastructures françaises comme l'Institut français, qui ont été bombardées ou touchées. La plupart du temps, le Quai d'Orsay choisit le registre de l'indignation, même quand c'est une école. J'avais noté 27 septembre 2024, il y a 3 écoles bombardées, 40 morts. Le Quai d'Orsay exprime son indignation. Bon, alors, le pompon, ça a été quand même le président Emmanuel Macron, qui s'est rendu il n'y a pas très longtemps en Égypte, comme vous savez, et qui a fait 3 minutes de vidéo pour raconter ce qui se passait à Gaza, sans nommer Israël. On a l'impression qu'il y avait eu un cyclone, il nous décrivait une catastrophe, mais personne finalement n'était responsable. Et le communiqué qui a suivi le meurtre des humanitaires du Croissant Rouge là, le 25 mars, alors c'est un collector, hein, puisque le Quai d'Orsay exprimait son émotion pour la découverte de cadavres. Voilà, c'est pareil, on avait l'impression qu'ils étaient tombés dans un accident de la route. Alors, donc le registre émotionnel, alors parfois, et de plus en plus souvent quand même, hein, le mot condamné est utilisé, mais avec beaucoup de parcimonie. Et il n'y a jamais de conclusion. C'est-à-dire, on va condamner, j'ai noté plusieurs exemples, hein, je pourrais vous donner par exemple bombardement d'une école le 10 août 2024, mais ça se conclut par la France appelle les autorités israéliennes à respecter le droit international. Quand on est fâché, on dit on presse les autorités israéliennes à respecter le droit international humanitaire. Quand vous regardez les communiqués pour l'Ukraine, on condamne, on dit ce sont des crimes de guerre, c'est-à-dire on qualifie juridiquement. On dit quand la Russie bombarde un hôpital ou des humanitaires, on dit c'est un crime de guerre, et on dit les responsables devront être punis, ils seront traînés en justice, etc. Là, on sait que non seulement il n'y a aucune action, aucune qualification juridique de ce genre, mais il n'y a aucune action juridique, et on sait que l'avion de Netanyahou a survolé le territoire français alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que c'est une obligation pour la France, qui est signataire du statut de Rome, de l'arrêter. Donc des exemples comme ça, il y en a à rallonge. Et alors, on peut avoir toutes les discussions qu'on veut sur la justice pénale internationale, mais à partir du moment où on l'a reconnue, ce qui est le cas de la France, on ne peut pas la reconnaître dans un cas et pas dans d'autres. La célébrer quand c'est l'Ukraine et puis dire pour Israël, ça ne s'applique pas, parce qu'il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay, qui est une honte absolue, où le Quai d'Orsay explique que Benjamin Netanyahou bénéficie de l'immunité diplomatique. Alors que tous les signataires de la Cour pénale internationale savent que les immunités sont levées et que c'est même la fonction de la Cour pénale internationale de pouvoir poursuivre malgré les immunités. Il y a une page de communiqué, je ne sais pas quel est le juriste qui a fait ça, qui explique alors que aucun juriste sérieux ne pourrait soutenir cette thèse. Alors c'est grave en soi compte tenu de ce qui se passe, et que la France pourrait agir. C'est vrai qu'on livre plus d'armes, mais on continue de livrer des composants électroniques. Donc on est toujours quelque part dans l'action, dans la complicité active avec ce qui se passe. Et quand on regarde l'histoire de la diplomatie française au Proche-Orient, on peut quand même regarder avec nostalgie l'équilibre qui fut toujours celui de la France, c'est-à-dire qu'on soutenait la solution à 2 États. Bon, j'allais dire ça, c'est le minimum. Mais
avec une attention particulière pour la partie faible. C'est-à-dire, effectivement, il y a deux États, mais la France prenait fait et cause pour les Palestiniens quand il y avait des violations, des crimes, quand il y avait des atteintes aux droits de la guerre par Israël. La phrase du général de Gaulle du 27 novembre 1967, elle est quand même très forte. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris, donc qu'il occupe, occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il se manifeste contre lui une résistance qu'il qualifie de terrorisme. Voilà les phrases du général de Gaulle en 67. Il dit les mots qu'il faut, hein, oppression, répression, expulsion. Bon, toutes ces choses-là, on ne les entend plus aujourd'hui. Et on peut se rappeler, aussi vous me faites signe, je n'ai pas regardé ma montre, en 1947, quand il y a ce vote de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, qui crée le plan de partage de la Palestine avec les deux États, dont l'État israélien, il faut se rappeler que la France a hésité. La France a hésité parce qu'elle avait peur des réactions dans le monde arabe, et qui déjà l'ambiance n'était pas très chaleureuse, hein, la France avait peur aussi de ce qui allait se passer dans les colonies et quelle allait être la réaction des populations musulmanes des colonies. Et puis finalement, la France a voté le plan de partage en se disant on va tout faire pour qu'il soit appliqué. Et ça a été, bon, on pourrait faire une petite embardée sur l'affaire de Suez, mais ça nous embarquerait trop loin. En tout cas, à partir de 67, il y a une très grande constance jusqu'à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de droite ou de gauche, les responsables français soutiennent la solution à deux États et cette politique de respect du droit international avec une attention particulière pour la partie faible qui est la partie palestinienne. Et il y a dans les rues de tout un tas de villes arabes, y compris en Palestine, à Naplouse, des rues Jacques Chirac, des rues Général de Gaulle, des rues Georges Pompidou. Il n'y aura jamais de rue Emmanuel Macron, évidemment. Voilà, parce que c'était repéré et c'était connu comme ça. À partir de Nicolas Sarkozy, il y a un virage qui correspond au choix occidentaliste de la diplomatie française. C'est-à-dire qu'à partir de Nicolas Sarkozy, donc 2007-2012, la diplomatie française se range sous la bannière de l'Occident. Le livre blanc sur la défense, qui est voté, je crois, en 2008 ou 2009, il y a plusieurs dizaines de fois le mot Occident. On réintègre le commandement militaire de l'Alliance Atlantique. Donc on se met sous la bannière américaine, donc pro-israélien, il n'y a pas plus. Hein. Et on soumet notre diplomatie à la politique étrangère de l'Union européenne. Donc avec tout ça, une politique autonome vis-à-vis de la Palestine, qui était la stratégie française, n'est quasiment plus possible. Et c'est là que je diffère de l'analyse de Pascal, qui fait un trait avec les liens que la France aurait, un lien entre ce qui se passe en ce moment, à l'attitude de la France envers Gaza et l'attitude qu'on aurait vis-à-vis des populations musulmanes. Je pense qu'il n'y a pas de lien. En fait, et ça sera un autre sujet d'ailleurs de parler de ça, le désintérêt pour Gaza, c'est un désintérêt géopolitique qui est le prix à payer pour la banalisation de la France, la fin de son histoire singulière, cette petite musique que la France avait, tout en étant une puissance occidentale, impérialiste et colonialiste. Il y avait cette petite musique qui faisait qu'on était capable, dans ce cadre-là, de défendre la Palestine, de défendre le droit international, très courageusement. Souvenez-vous des images de Jacques Chirac en 1996, l'hommage militaire rendu à Arafat. Moi, quand je vois les images, ça continue de me faire pleurer. Pourtant, ça fait 50 fois que je les vois. Un certain courage. Et en 2003 aussi, hein, le non à la guerre d'Irak, c'est ce qu'on appelait à l'époque la politique arabe de la France. Et tout ça a disparu parce que la France a fait le choix de la conformité occidentale, de la conformité européiste, ce qui est une faute politique quand il y a des crimes de cette ampleur, et probablement une forme de suicide politique, puisque la France perd son identité et sa petite voix, qui serait si utile dans le monde divisé qui est le nôtre. Merci Anne-Cécile. Alors, Pascal, vous revenez hein, dans le livre sur l'évolution de la politique de la France et sur la manière dont on s'est distancé de cette
politique arabe de la France. Vous marquez peut-être le revirement avant Nicolas Sarkozy. Euh, vous l'identifiez à la fin, au deuxième mandat de Chirac, il me semble. Oui. Donc, je vous laisserai réagir sur ça. Et je voulais aussi vous interroger sur le rôle de l'Afrique du Sud, qui s'est distinguée par son activisme sur la scène internationale et qui a porté l'affaire devant la CIJ. Qu'est-ce que cela nous dit, selon vous, des nouveaux rapports de force internationaux? Oui, merci. Oui, le tournant, enfin, bien sûr, Sarkozy l'a accentué, mais il date déjà de la fin du mandat de Chirac, qui a eu un peu peur de sa propre audace par rapport au refus de la guerre en Irak. Et la priorité, à partir de 2004-2005, c'était la réconciliation avec Washington et aussi de mettre fin déjà aux accusations d'antisémitisme pour faire taire la diplomatie. Il y avait des campagnes sur l'antisémitisme en France qui auraient expliqué une position pro-palestinienne. Donc, on expliquait la position pro-palestinienne, en fait, pro-droit international. Je ne sais pas pourquoi on dit pro-palestinien, pro-droit international de Chirac par l'antisémitisme. Et c'est une campagne qui a relativement fonctionné puisque Chirac a voulu faire taire cette campagne en accueillant Sharon en 2005 et en le présentant comme homme de paix, ce qui peut paraître curieux en tous les cas. Et puis ensuite, ça a été accentué effectivement, et là je rejoins Anne-Cécile, c'est-à-dire que la spécificité de la diplomatie française qui était d'être alliée mais non alignée, d'être un pays occidental mais qui ne pouvait pas être résumé à ce statut, et d'être un pont, d'être le porte-voix des pays du Sud au sein du monde occidental, ce statut est perdu, c'est désormais l'Espagne qui l'incarne au niveau européen. Et effectivement, c'est l'Afrique du Sud qui a porté le combat juridique au niveau de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, alors que la France aurait pu le faire. Et bien sûr, pour Israël, le fait que ce soit l'Afrique du Sud, pays qui a vaincu pacifiquement l'apartheid, est un défi réputationnel extrêmement important. Et donc là, on voit, et du coup, là, je rejoins Anne-Cécile, c'est qu'on a vraiment une coupure entre le Sud global et le monde occidental par rapport à l'appréciation. Il y avait déjà cette coupure vis-à-vis de l'appréciation de la guerre en Ukraine, mais plus encore au niveau de ce conflit. La mémoire de la Shoah impacte les pays occidentaux. Israël est présenté par certains comme la pointe avancée du combat, alors auparavant contre le communisme, désormais contre l'islam. Certains confondent islam et islamiste d'ailleurs, puisqu'on a eu un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il y avait un attentat anti-islamiste à la mosquée dans le Gard. Bon, et que Israël ne doit pas être critiqué pour son comportement, mais au contraire soutenu, puisqu'ils défendent les intérêts de chacun. Et dans le narratif pro-israélien, de ceux qui le défendent en France, ce que j'appelle, enfin ce que je qualifie de Hasbara, on voit bien qu'on nous présente Israël comme étant le rempart contre le terrorisme, alors qu'on peut se demander si l'action israélienne actuelle n'est pas plutôt en train de développer le terrorisme. Et la plupart quand même des spécialistes du sujet pensent que quand vous bombardez massivement une population, que vous faites autant de morts, autant de mutilés, autant de blessés, autant de handicapés, vous ne développez pas des relations cordiales pour le futur, mais que vous avez beaucoup plus de chances de susciter beaucoup plus de vocations terroristes que d'en tuer. Et pour un terroriste de tuer, souvent d'ailleurs on tue un terroriste sans aucune preuve sur cette qualification de terroriste, sans enquête, et peu importe le nombre de personnes autour, à chaque fois, les frappes sur des civils sont justifiées avec beaucoup de guillemets par le fait qu'un membre du Hamas se tiendrait là, alors que quand même le fait de ne pas confondre des cibles militaires et des cibles civiles, c'est le b.a.-ba du droit humanitaire. Dans tous les pays du Sud, le monde occidental est en train de perdre sa crédibilité. On perd notre crédibilité parce que nous n'avons pas arrêté de faire des leçons de morale, de bonne conduite, de respect des valeurs. L'Europe, notamment, n'a de cesse de dire que ce qui la sépare aujourd'hui des États-Unis, c'est l'attachement au droit international, alors que ça, c'est vrai pour ce qui se passe en Europe, c'est nettement moins vrai pour ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où on a encore des maisons détruites, où les Palestiniens qui voient leurs maisons détruites doivent ensuite payer le prix de la destruction, y compris des chiens qui sont venus gardienner la destruction de la maison. Donc c'est quand même vraiment une déshumanisation totale. Et là, effectivement, on est moins allant pour condamner cela. Alors, il y a des protestations qui sont purement verbales et dont Netanyahou et son gouvernement a très bien compris qu'elle n'était que purement verbale et qu'elle ne déboucherait sur rien d'autre. Donc il y a une impuissance volontaire. Volontaire, il y a une automutilation de notre diplomatie, et cela est vu dans les pays du Sud. Et donc l'arrogance occidentale de vouloir dire
quels est les bons comportements à adopter, quelle est la bonne conduite à tenir, alors que l'on est des complices indirects de ce qui se passe là-bas, vient nous faire perdre le crédit moral que l'on s'auto-attribuait et vient effectivement contribuer à une perte de prestige, une perte de statut du monde occidental qui est mis face à ces contradictions, puisque dans le Sud global, la mémoire, c'est beaucoup plus celle de la colonisation que celle de la Shoah. Mais je veux dire, par ailleurs, qu'on peut très bien avoir la mémoire de la Shoah et aussi la mémoire de la colonisation, et que ce qui est je veux dire, le fait, la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et d'entretenir la mémoire de la Shoah ne doit pas conduire, bien au contraire, à justifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et sur l'ensemble des territoires palestiniens qui sont une deuxième fois sacrifiés. Et là, il y a le cas particulier de l'Allemagne, effectivement, et à chaque fois qu'on voit les Allemands, qu'on parle avec eux, les crimes commis par les arrière-grands-parents des Allemands actuels ne peuvent en rien justifier l'inaction totale de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe à Gaza, en fait, ils sont coupables une deuxième fois, quelque part, de ne rien dire. Donc, effectivement, il y a un négationnisme de ce qui se passe à Gaza et ailleurs. Et je pense que le jugement de l'histoire sera terrible, parce que si dans le feu de l'action, on arrive encore à dissimuler la réalité, lorsque la poussière de l'actualité retombera, le jugement de l'histoire sera terrible pour ceux qui n'ont rien dit alors qu'ils savaient. Ceux qui n'ont rien dit et ceux qui ont nié. Ceux qui n'ont rien dit et ceux qui ont nié, et plus encore, et ceux qui ont accusé. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés à ça. Ceux qui dénoncent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, sont traités d'idiots utiles du terrorisme ou de soutien indirect au terrorisme. Et donc là aussi, c'est quand même un chantage à un terroriste intellectuel auquel il faut résister, parce que c'est non seulement, et tout le monde l'a dit, c'est une insulte à l'humanité ce qui se passe, mais les débats qui se passent là-dessus sont une insulte à l'intelligence, tout simplement. Merci. Nathalie, je me tourne à nouveau vers vous. Euh, on observe partout dans le monde des restrictions sur les organisations et sur les collectifs qui défendent les droits des Palestiniens. On pense aux États-Unis, on pense à l'Allemagne, mais pas que, vous en parlerez sans doute. Quel est le constat que vous faites là-dessus? Et je crois savoir que c'est aussi évoqué dans le rapport qui a été publié par Amnesty la semaine dernière. Donc, on voulait avoir votre analyse sur cette question-là. Alors en fait, effectivement, on a sorti la semaine dernière notre rapport annuel qui a fait un état des lieux de la situation des droits humains dans le monde. Et sur la question de la liberté d'expression, de la liberté de manifester, on a constaté qu'il y avait deux causes qui suscitaient énormément de répression dans le monde, et notamment dans les pays occidentaux. C'est les défenseurs du climat et les défenseurs des droits des Palestiniens. Et y compris en France, c'est vraiment les deux sujets sur lesquels on a pu constater qu'il y avait un usage excessif de la force, des restrictions à la liberté de manifester, etc. C'est intéressant de voir que ces deux causes-là, en tout cas, ça se retrouve très largement. Effectivement, aux États-Unis, alors on a vu des mobilisations, notamment dans les universités, hein, pour défendre les droits des Palestiniens, et des répressions très fortes contre les étudiants. Et ces répressions, elles ont énormément augmenté aussi depuis le début de l'année, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, avec certains étudiants. Vous avez certainement peut-être entendu, en tout cas entendu parler de certains étudiants, notamment Mahmoud Khalil, qui est un jeune étudiant de Columbia, qui est d'origine palestinienne et syrienne et qui a la citoyenneté algérienne, et qui est actuellement toujours en détention, puisqu'il a été arrêté le 8 mars dernier, euh, en lien avec son activisme pro-palestinien, et qui risque d'être expulsé du pays à tout moment, alors qu'il est marié à une Américaine qui vient d'accoucher d'ailleurs pendant qu'il était en détention. Et donc nous, on est très mobilisés pour soutenir son cas, parce que il est très symbolique en fait de la répression des voix palestiniennes, en tout cas des voix de ceux qui défendent les Palestiniens aux États-Unis. Et on a vu qu'aux États-Unis, il y a eu une vraie levée de bouclier, hein, de l'administration Trump contre tous ceux qui défendent les droits des Palestiniens, et une vraie reprise en main. Aujourd'hui, les étudiants américains et les étudiants étrangers aux États-Unis qui sont mobilisés sur ce sujet sont particulièrement visés. Euh,
En Allemagne, effectivement, ça fait partie des pays européens où on a vu aussi des restrictions fortes à la liberté de manifester qui visaient les défenseurs des Palestiniens, avec en avril dernier, par exemple, en avril, il y a une année, le Congrès palestinien, qui était un rassemblement qui a été interdit par la police berlinoise. Voilà, il y avait des orateurs qui étaient arrivés, ils se sont vus interdire l'entrée dans ce congrès. Le 26 avril, dans le quartier gouvernemental, la police a interdit un camp de protestation contre les transferts d'armes vers Israël. Donc voilà, et ils auraient fait usage aussi de la force. Il y a plusieurs exemples aussi en Allemagne, et nos collègues qui travaillent à Amnesty Allemagne vraiment partagent cette impression que c'est extrêmement difficile dans un pays comme l'Allemagne de parler des droits des Palestiniens. Et en France, on a vu dès le début de cette phase du conflit, en tout cas en octobre 2023, une interdiction générale des manifestations pro-palestiniennes qui a été contestée devant les tribunaux et qui a été levée, mais qui montrait aussi une sorte de crainte vraiment ciblée sur les défenseurs des droits des Palestiniens, qui a été vraiment qui a dénoncé comme une restriction extrêmement grave à la liberté d'expression et de manifester. On a vu aussi qu'il y a eu un certain nombre de rassemblements qui ont été, dans lesquels il y a eu un usage excessif de la force par la police. Et puis, l'usage particulier à la France du délit d'apologie du terrorisme pour critiquer, décrédibiliser, faire peser le soupçon sur les personnes qui défendaient les droits des Palestiniens. Ça a visé un certain nombre de militants, mais un syndicaliste. Beaucoup de ces enquêtes se sont arrêtées, ont été finalement interrompues. Et on a vu, nous, c'est un délit, c'est une infraction que Amnesty dénonce en tant que telle, puisque sa définition est trop vague pour ne pas représenter un risque pour la liberté d'expression, que ça concerne le droit des Palestiniens ou autres, mais on a vu que c'était un délit qui était largement utilisé dans ce cas-là. Ce délit d'aboli du terrorisme, il ne vient pas par hasard. Nous, on a été aussi à Amnesty avec d'autres organisations, et Médecins du Monde en a fait partie, beaucoup d'organisations qui ont travaillé, qui ont pris la parole depuis octobre 2023 sur la question palestinienne, sur les droits des Palestiniens. On a aussi subi un certain nombre d'attaques on a été critiqué. Bon, voilà, le débat est polarisé, on est critiqué, on est là pour être critiqué. Voilà, c'est normal, on va dire. Mais on a vu quand même une augmentation très forte d'accusations et le terme de terrorisme, Pascal en parlait tout à l'heure, a joué un rôle particulier. Dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, nous, Amnesty, mais Reuters, la BBC et Associated Press, enfin voilà, plein d'organisations, ont dit, nous, on n'utilise pas le terme de terrorisme. On n'utilise pas pour le Hamas, mais on n'utilise pas pour aucun groupe. On n'utilise pas. C'est un terme qu'on n'utilise pas parce que, premièrement, notre cadre de référence à Amnesty, c'est le droit international et uniquement le droit international. Et en droit international, c'est un terme qui est mal défini. Donc, on ne veut pas l'utiliser. Et la deuxième chose, c'est que partout dans le monde, c'est un terme qui est utilisé pour réprimer. On accuse de terrorisme des défenseurs du climat pour pouvoir justifier la répression. En Égypte, un certain nombre d'opposants se sont retrouvés en prison, les prisons de Al-Sisi, parce qu'ils étaient accusés de terrorisme. En Russie, en Chine, partout dans le monde, ce terme, il est dévoyé. Donc, on ne l'utilise pas. Et le raccourci qu'il y a eu dans un certain nombre de médias en octobre-novembre 2023, ça a été Amnesty refuse de qualifier le Hamas de terroriste, donc c'est un soutien à l'islamisme, donc justifie les attaques du 7 octobre, etc. Il a fallu qu'on démente, mais en fait, chaque démenti était recouvert par une couche d'accusation. On a vraiment fait face à une vraie difficulté à ce que notre argumentaire, peut-être un peu trop juridique et posé, passe un peu je sais pas comment dire, la barrière du médiatique et du polarisé. Et ça a été extrêmement difficile pour être entendu sur ce sujet. Encore aujourd'hui, on nous reproche de ne pas utiliser ce terme-là, comme beaucoup d'autres le font. C'est aussi pour ça que quand on a on s'est préparé à rendre public notre rapport sur le génocide, on a énormément préparé cette sortie de rapport pour réfléchir à la manière dont il pourrait être compris. Parce que le terme de génocide, c'est un terme extrêmement chargé, historiquement et symboliquement. Et ça ne sert à rien de le nier, c'est très important de le reconnaître.
Et donc, c'était important pour nous d'être dans une explication très pédagogique. Qu'est-ce que c'est le terme de génocide? Pour que ce soit compris le mieux possible et qu'on puisse aussi reconnaître que oui, on reconnaît absolument qu'il y a des personnes juives en France qui peuvent être dérangées par ce terme-là à cause de ce qu'il charrie historiquement et symboliquement. Et on a besoin de pouvoir aussi le reconnaître, de reconnaître aussi que oui, il y a eu une montée de l'antisémitisme ces derniers mois et que c'est pas tolérable qu'il puisse y avoir aussi une montée de l'antisémitisme en lien avec la critique d'Israël, mais tout comme c'est intolérable qu'il puisse y avoir une justification des crimes d'Israël en lien avec la condamnation de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Donc, ça a été très important pour nous d'essayer d'être très pédagogique pour faire face à ces accusations très importantes. Merci Nathalie. Euh, j'ai encore 2 questions et je vais vous demander du coup de répondre de manière très concise pour pouvoir donner ensuite la parole au public. Anne-Cécile, je voulais vous interroger sur le traitement médiatique. Est-ce que, selon vous, il y a eu une évolution? Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis octobre 2023 dans le traitement médiatique? Je vous pose la question parce que il y a quelques semaines, on a vu avec horreur la vidéo d'un jeune journaliste être consumé par les flammes. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu un appel de journalistes français, dont certains ne s'étaient pas forcément démarqués par un traitement équilibré du conflit, signer un appel à la solidarité avec les journalistes à Gaza, en tout cas ceux qui sont encore vivants. Et du coup, ça interroge, est-ce que selon vous, est-ce que vous avez constaté une évolution du traitement du conflit israélo-palestinien dans les médias? Rapidement, d'abord rappeler que Gaza est toujours interdite d'accès aux journalistes internationaux. Ça déjà, ça devrait susciter des levées de boucliers, c'est-à-dire une atteinte pareille à la liberté de la presse, c'est absolument inadmissible. Et les confrères sur place, les confrères palestiniens, ils sont tués. Hein, il y en a plus de 200 qui sont morts. Et effectivement, comme vous l'avez constaté, les journalistes français ont signé il y a quelques jours une pétition demandant le respect du droit international et de la liberté de la presse. Donc c'est une petite inflexion qui est un peu corporatiste, mais qui est aussi liée au fait que le fait que l'aide humanitaire, ce que disait Jean-François Corti tout à l'heure, est bloquée là depuis longtemps maintenant, ça commence à choquer même ceux qui voulaient vraiment pas regarder ce qui se passe à Gaza. Et on voit des éditos comme ceux de Pierre Aski, par exemple, qui sont de plus en plus critiques sur ce qui se passe à Gaza. Et d'une manière générale, pour résumer, les journalistes français, historiquement, suivaient le Quai d'Orsay. Et donc, à l'époque de Gaulle, eh ben, il faisait du palestinien, il reprenait les terminologies jusqu'à la période récente hein, de la diplomatie française. Et malheureusement, bah, ils suivent l'inflexion du Quai d'Orsay, qui les renseigne en grande partie, dans un contexte où, par ailleurs, faut le dire un peu franchement, hein, le niveau de culture historique et politique des journalistes français diminue très grandement. Hein, c'est-à-dire que leur grille d'analyse, c'est une grille souvent simpliste, faite d'images en noir et blanc, où il y a les gentils et les méchants. Donc dès que ça devient un petit peu compliqué, on va se réfugier derrière l'autorité. Et dans le cas de Gaza, l'association Acrimed, dont vous pouvez retrouver les travaux en libre accès sur Internet, a montré, dans le cas par exemple du bombardement du 26 mai 2024 sur le camp de Tal Sultan, qui avait fait 49 morts, que déjà les médias ont très peu, on consacrait même pas 2 minutes, hein, le TF1 et France 2, même pas 2 minutes à ce massacre, où on voyait quand même des corps calcinés, etc. Et que ces 2 minutes ont été accompagnées d'une large part donnée à la version israélienne, qui expliquait évidemment qu'il y avait des terroristes qu'il fallait, etc. Donc ils suivent la pente la plus simple, et c'est pour tout pareil hein, sur l'Ukraine. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 6 septembre 2023, il y a un missile qui est tombé en Pologne. Et tous les médias ont dit ouais c'est les Russes etc. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'était en fait un missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui était tombé en Pologne. Pareil, Nord Stream 2, les grands médias français continuent de dire que c'est les Russes alors qu'il n'y a plus aucune enquête sérieuse
qui mettent en cause les Russes pour le sabotage de Nord Stream 2. Ce seraient plutôt les Américains ou les Ukrainiens. Donc le problème, c'est que pour Gaza, comme l'ont très bien dit les précédents intervenants, c'est qu'on est à un niveau de crime contre l'humanité qui fait que ce refus de voir cette reprise des arguments de la partie faible, parce que c'est plus une guerre, hein, c'est des massacres, de la partie forte, pardon. Cette reprise des arguments de la partie forte, elle confine à la faute déontologique. Déjà, les journalistes, ils doivent aller chercher l'information et décrire les choses telles qu'ils les voient. Et quand il y a un déséquilibre des forces, ils doivent faire encore plus attention. Et là, toute leur logique, c'est de donner encore plus de place au discours de l'armée israélienne, qui est de toute évidence et de manière patente en train de violer toutes les règles du droit international humanitaire. Donc il y a la question de la méconnaissance de ce qui se passe à Gaza et un problème, enfin de refus de voir ce qui se passe à Gaza et un problème général du niveau de la presse française, qui est un niveau Walt Disney au mieux. Acrimed parlait de Tom et Jerry, le conflit au Proche-Orient, c'est ça reprend, ça repart, un peu comme Tom court après Jerry. On ne sait plus pourquoi Tom court après Jerry, mais on va décrire que Tom court après Jerry. Donc on dépolitise. Et puis, au bout du compte, on finit par masquer la réalité et en plus mettre en accusation ceux qui veulent la révéler. Parce que c'est ça qui est terrible aussi. Dernière question, Jean-François. Alors, il y a eu aussi récemment un appel des directeurs des grandes ONG présentes à Gaza qui est intitulé Laissez-nous faire notre travail. Face à toutes les violations des droits de l'homme et tous les crimes qui ont été évoqués ce soir, on est à même de s'interroger en fait sur l'avenir du droit international humanitaire. Et je voulais vous entendre sur ce sujet. Ben, c'est vrai que le droit international humanitaire, il a jamais été vraiment respecté dans de nombreux conflits, hein. On l'évoquait tout à l'heure, au Yémen, en Afghanistan, au Soudan aujourd'hui, ou en République démocratique du Congo. Il n'est pas vraiment toujours respecté. Mais ce qui fait l'originalité du conflit israélo-palestinien, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire le deux poids, deux mesures qu'ont les Occidentaux à, d'un côté, et de manière légitime, on l'a vu sur l'Ukraine, mettre en avant le DIH comme vertueux et permettant de défendre l'opprimé, et ne pas l'utiliser pour faire référence aux condamnations nécessaires qu'il faudrait porter vis-à-vis de ce que fait les autorités israéliennes et leur armée dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Donc ce deux poids, deux mesures est insupportable et au fond affaiblit ce droit international humanitaire et affaiblit l'once de, on va dire, de crédibilité que pouvaient avoir encore les Occidentaux lorsqu'ils le mettent en avant, lorsque ça les arrange. Et en fait, on voit bien, malheureusement, cela accentue la fracture avec le Sud global, mais aussi en utilisant ce deux poids, deux mesures, on fait de ce DIH davantage un outil de domination que plutôt un outil de justice. Et ça, c'est assez préjudiciable. Encore une fois, le DIH, il est bien écrit au regard de ce que peuvent dire de nombreux juristes spécialisés. La question, c'est de vraiment le mettre en pratique. Le point peut-être sur lequel je voudrais insister pour terminer, avant de passer aux questions, c'est le fait que oui, dans la question de l'espace humanitaire, les humanitaires ont énormément eu de mal et ont du mal à trouver leur espace d'intervention pour des raisons de sécurité, je l'évoquais tout à l'heure, dans la bande de Gaza, avec de nombreux morts, avec un blocus et un siège total qui aujourd'hui les empêche de faire entrer des équipes, de faire sortir leurs équipes, de faire entrer du matériel, de l'eau, des médicaments, de la nourriture. Mais aujourd'hui, on voit, et on le savait depuis quelque temps, que ça se tramait, mais ça se confirme avec les annonces des autorités israéliennes aujourd'hui, le fait de créer les conditions d'une privatisation de l'aide, où ça va être manifestement, dans cette logique de réoccupation telle qu'elle est annoncée de la bande de Gaza, la possibilité d'avoir une aide délivrée par de l'armée sur des spots et préalablement identifiés, et sans donc que ce soit des principes humanitaires, d'impartialité, d'indépendance, de désintéressement qui soient mis en avant. Donc on est en train, au fond, de créer les conditions pour que
les ONG et les Nations Unies qui fonctionnent sur ces principes de l'action humanitaire ne puissent plus travailler, hein, et donc soient exclus ou s'auto-exclus de ce dispositif du fait de cette privatisation. Donc ça, c'est absolument insupportable, hein, et encore une fois, c'est le fait de balayer le DIH d'un revers de main de manière tout à fait méprisante. Et simplement pour m'arrêter là, on est quand même dans un contexte aussi où Trump a annoncé une coupe brutale de l'USAID, donc ça représente 40% de l'écosystème humanitaire, le financement américain, avec des milliers de morts, hein, qui ont déjà débuté et qui vont continuer dans les mois à venir. Ça s'intègre dans un contexte aussi d'annonce de coupe de l'aide publique au développement des Européens à hauteur de 50%. Le budget de la France de M. Bayrou début janvier a coupé de 37% l'aide publique au développement français. Donc on est dans un contexte aussi sous pression d'extrême droite, des populismes, de baisser et de s'aborder, on va dire, l'écosystème et la solidarité internationale, étant entendu que ce sont dans le top 20 des providers des financements de l'écosystème humanitaire, et c'est 97% des financements. Le top 20, c'est essentiellement les Occidentaux qui sont en train d'annoncer des coupes majeures. Donc, on est en train de voir des centaines, voire des milliers d'ONG qui sont en train de mettre la clé sous la porte, des organisations des agences des Nations Unies qui sont aussi en difficulté, des morts et des milliers de morts, voire des millions de contaminés par le VIH et autres à venir, des ONG qui mettent la clé sous la porte, des grosses ONG françaises qui sont en train de faire des plans de licenciement. Et donc, c'est aussi une manière de la part des populistes de créer les conditions d'une mise à mort de cet écosystème, de ces ONG qui n'ont plus la capacité de vivre. Et les ONG, pour rappel, et je m'arrêterai là, ce sont des émanations de société civile multiples qui défendent un point de vue souvent de solidarité et d'indépendance, et donc fondées sur des principes de démocratie. Et donc, couper les larmes sous les pieds de ces acteurs de contre-pouvoir constructif, au fond, c'est assumer une régression démocratique majeure. Et c'est ça, aujourd'hui, l'impact aussi du populisme qui peut se cristalliser dans le champ de l'action humanitaire. Si, on va faire circuler les micros. Je vous remercie de poser une question par personne. Donc, question, pas un commentaire, et d'être le plus concis possible. Bonsoir, merci à votre intervention à tous, c'est passionnant. Mais pourquoi vous ne considérez pas Al Jazeera comme, comme des journalistes internationaux? C'est ça qui me choque toujours. Il n'y a pas de journalistes internationaux qui rentrent à Gaza. Et pourtant, Al Jazeera, je les écoute tous les jours. Il y a Monsieur Ismaël El-Roul qui a été décapité par une frappe israélienne et qui a été ciblé. Il n'y a pas que Monsieur Shabbat qui a été brûlé vif devant nos yeux, mais ça, il y a peut-être un an qu'il a été ciblé et décapité. Donc pourquoi les médias arabes ne sont pas considérés comme ils le devraient, parce qu'ils payent de leur vie. Et il y en a eu plusieurs qui ont été déjà ciblés. Merci. Je parle sur le contrôle d'Anne-Cécile, c'est que ce sont. Anne-Cécile a dit qu'on ne laissait pas rentrer des journalistes. Il y en a qui étaient déjà présents. Donc les journalistes d'Al Jazeera dont vous parlez étaient déjà à Gaza. Donc ce sont des journalistes. Je pense que personne ici, contrairement à une journaliste du Point, estime qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens. Et disons que c'est une configuration qui n'existe pas. Mais quand on dit qu'on ne laisse pas rentrer, c'est qu'on a fermé Gaza et que ceux qui étaient déjà sur place et qui survivent aux frappes continuent à envoyer des images. Et ce n'est pas en aucun cas nier leur qualité de journaliste. Mais il n'y a pas eu d'entrée nouvelle, puisque il y avait déjà un blocus sur Gaza auparavant, et là, il n'y a aucun journaliste et aucun humanitaire nouveau, et je pense que pas plus les ONG peuvent faire entrer de nouvelles personnes là-dedans. Donc il y en a, mais ils étaient déjà là, quoi. C'est ça qu'on voulait dire. Voilà, le conflit en Ukraine, c'est le plus couvert du monde. Il y a des milliers de journalistes qui viennent du monde entier. Et donc, à Gaza, c'est impossible. Vous êtes européen, vous pouvez pas y aller. Et si vous vous approchez, vous êtes refoulé. Mais effectivement, ce que font les collègues d'Al Jazeera, oui, bien sûr. Juste, ayant en tête quand même que avant ces 2 mois là où plus rien ne rentre, des humanitaires et des expatriés, des agences des Nations Unies ou des ONG pouvaient rentrer, mais ils faisaient des allers-retours sur des séjours assez courts
hein, et il ne restait pas longtemps. Le problème, c'est que les équipes de Palestiniennes ne peuvent pas sortir, en fait, depuis le début, même si elles le souhaitent, et qu'on n'arrive pas à faire rentrer du matériel en quantité suffisante pour pouvoir faire les opérations. Donc, c'est là aussi le maillon faible, c'est-à-dire que l'aide, depuis 18 mois, elle a toujours été sous-proportionnée de manière organisée par le blocus, en plus du fait de tuer massivement des humanitaires de nationalité palestinienne. Bonsoir à tous, merci pour vos interventions. Ma question peut paraître un peu extrême, mais qu'en sera-t-il du droit international à la fin du conflit? Est-ce qu'il pourra toujours être un argument? Et est-ce que nous ne vivons pas une rupture profonde de l'ordre établi depuis au moins 1945? Alors, en fait, moi, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, le droit international, il est à genoux. Il est, il est pas mort. Je pense pas qu'il soit mort et je pense qu'il faut souhaiter qu'il se relève. Mais ce qui est le plus abîmé, ce sont les mécanismes multilatéraux de règlement, en fait. C'est un peu ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement là, ce qui est vraiment en danger, ce sont ces mécanismes-là, et que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Cour pénale internationale, et le fait que le droit international, c'est comme au niveau mondial, c'est comme le droit en France, quoi. On a ce sont des règles qu'on reconnaît toutes et tous comme étant des règles qui nous permettent de vivre en société et qui doivent être soutenues par toutes et tous. Et que si effectivement les gouvernements aujourd'hui ne s'engagent pas pour soutenir ce droit international de manière similaire selon dans les différents conflits, hein, on a souvent parlé du deux poids deux mesures, effectivement, double standard, effectivement, s'il n'y a pas une vraie prise de conscience de ça, il y a un vrai risque que tout le système international tel qu'il a été construit après 1945 soit aussi à genoux et ne puisse plus être une source de règlement collectif, hein, de ces différents conflits. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement crucial et que ce qu'on a dit à Amnesty là, récemment avec le rapport annuel qu'on a sorti la semaine dernière, c'est qu'on est dans un point de bascule. On est en train de rentrer dans une ère où le système international tel qu'il a été construit après 1945 est en danger de mort. Et qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de ça, que en fait, il y avait une dégradation depuis des années et il y a eu une accélération avec le conflit en Ukraine, le conflit à Gaza, et l'arrivée de Trump a agi comme une sorte de super accélérateur qui a, voilà, qui a eu cet effet extrêmement fort. Soit il y a une vraie réaction collective pour dire, mais en fait, on veut conserver un système. Alors, l'améliorer, il n'est pas parfait. Hein, il s'est passé plein de choses depuis 80 ans qui n'étaient pas parfaites. Soit il y a une vraie réaction, soit effectivement, ça ne sera plus possible de s'appuyer sur ce système-là pour faire respecter le droit international dans le monde. Si je peux juste ajouter pour aller dans le même sens, c'est qu'aucune société ne peut vivre sans règles. Pas plus la société internationale que, je sais pas, une société où il n'y aurait pas de code de la route. Et on a des individus type Donald Trump ou type Vladimir Poutine qui ont l'impression, c'est une vieille idée qui a jamais marché sur la durée, qu'on peut régler les problèmes par la force. Et ils sont installés là-dedans et ils veulent installer ça parce qu'ils pensent être les plus forts. Alors ça, c'est une illusion parce qu'il n'y a aucune puissance qui reste ad vitam aeternam la plus forte. Et il y a toujours un moment où même les plus puissants ont besoin de règles. Mais ce qui peut peut-être nous rassurer, c'est que on a déjà tout un appareil juridique qui effectivement n'est pas parfait, mais quand même déjà bien complet. C'est-à-dire on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Ce qu'on a fait en 1945, compte tenu des circonstances, est assez élaboré et fin. Donc, il faut qu'on crée le rapport de force pour demander que ce soit respecté et appliqué. Mais ça, c'est un problème politique. Et la difficulté, c'est que ça fait au moins 20 ans que les grandes puissances, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ont pris l'habitude de violer le droit international
Et c'était un peu un, deux, trois soleils, hein, celui chacun le faisait en espérant ne pas être vu, et jusqu'à ce on arrive à une rupture totale de confiance. Et ce qu'il faut rétablir, là, c'est aussi la confiance entre les cinq grands. Il y a une intervention au Conseil de sécurité en février 2022, quand la première résolution sur l'Ukraine a été mise au vote. C'est celle du Kenya. L'ambassadeur du Kenya a dit on va voter la condamnation de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Parce que nous, le Kenya, on sait très bien ce que c'est que l'impérialisme. En tant que pays africain, on sait ce que c'est quand un pays voisin débarque chez vous, ou même un pays lointain, une puissance coloniale, pour vous piquer votre terre de famille. Et donc, on va voter la condamnation de l'agression russe, mais on voudrait dire aux grandes puissances membres du Conseil, ils se tournent vers les autres. C'est-à-dire, il y avait les Russes, mais ils se tournent vers les Français, les Américains, etc. On voudrait rappeler que toutes les grandes puissances membres de ce Conseil ont, elles aussi, pris des libertés avec la charte, y compris la France, quand on a bombardé en 2018 les installations chimiques de Bachar al-Assad, etc., les Américains en 2003 avec l'Irak. Et tant que cette conversation-là n'aura pas lieu, c'est-à-dire qu'on continuera de s'envoyer à la figure les crimes des uns sans reconnaître les nôtres, on s'en sortira pas. Donc il faut obtenir de nos propres gouvernements qu'ils reconnaissent qu'ils ont contribué à cette catastrophe, y compris le nôtre. Si je peux juste rajouter une précision, je partage tout ce qui a été dit, mais c'est clair qu'au-delà de la rupture aujourd'hui, le DIH, il ne sauve pas des vies à Gaza. On le voit bien, ni au Soudan, ni en RDC. C'est clair, et il faut faire attention à ne pas mettre en avant comme ça et faire des slogans, y compris les ONG, de ne pas donner l'illusion à certaines populations qui pourraient être protégées. Ça, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était 7000 morts à Srebrenica, quand on a dit qu'il y avait les casques bleus, et en fait, ils n'ont rien protégé, hein. Donc, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dise. Et effectivement, le DIH aujourd'hui ne protège pas à Gaza, même si il faut continuer à espérer qu'il puisse renaître de ses cendres. Mais simplement pour dire que aujourd'hui, lorsque Macron ou d'autres disent qu'il faut respecter le droit international humanitaire, c'est pas ça qu'on attend de lui. C'est pas des incantations comme ça. Ce qu'on attend, c'est des mesures tangibles, telles que Pascal le rappelait tout à l'heure, qui vont de assumer un cessez-le-feu, assumer d'arrêter d'envoyer des armes et ne pas s'abstenir lorsque le Conseil des droits de l'homme dit qu'il faut arrêter de le faire. C'est remettre en question des accords économiques entre l'Europe et le gouvernement israélien. Enfin, c'est des mesures tangibles pour mettre la pression. Les incantations autour du fait que c'est pas bien et que il faut défendre le DIH et qu'il faut faire de l'action humanitaire, on n'attend pas de nos présidents qu'ils fassent de l'action humanitaire, on attend qu'ils fassent de la politique. Et aujourd'hui, ils instrumentalisent la question humanitaire pour faire une forme d'aumône, pour mettre en avant des valeurs qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est assez problématique parce que d'une certaine manière, ça dénature aussi le discours humanitaire. Oui, Bertrand Heilbronn, ancien président de la FPS, toujours impliqué dans l'organisation des mobilisations nationales sur le sujet. Et c'est vrai que, bon, je rebondis complètement sur cette question des sanctions. Nous étions aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères pour réclamer des sanctions au nom du collectif national. Effectivement, c'est pas gagné, au-delà des incantations. Mais moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, notamment depuis 2016, quand Israël a établi son ministère de la stratégie, nos territoires sont en fait aussi des lieux de la guerre. C'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza est complètement lié à notre mobilisation ou à notre absence de mobilisation. Et donc, toutes les mesures d'intimidation jouent à plein, mais peut-être pas que, c'est ce qui m'interpelle. Je me souviens qu'en mai 2024, quand il y a eu les bombardements sur les tentes des camps de déplacés, il y a eu un mouvement d'indignation en France qui a fait un rebond de la mobilisation qui a été quand même relativement fort. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où le génocide est vraiment patent, où on affame la population, où on sait que les dégâts sont irréversibles, notamment chez les enfants. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Et je voudrais savoir si, dans votre analyse, je m'adresse particulièrement à Pascal Boniface, il y a quelque chose sur lequel on pourrait appuyer maintenant. Est-ce que c'est l'intimidation ? Parce qu'on voit, par exemple, en plein génocide, la velléité d'interdire un collectif de solidarité avec la Palestine.
Est-ce que c'est l'intimidation aussi dans tous les lieux religieux qui joue ce rôle-là? Même l'Église catholique, on trouve qu'elle n'a pas beaucoup bougé. Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est de l'indifférence de notre société qui est devenue indifférente? J'arrive pas trop à y croire. J'ai sentiment que les gens sont indignés, mais n'arrivent pas aujourd'hui à transformer cette indignation en mobilisation. Si vous avez une analyse là-dessus et le ressort sur lequel appuyer, ça nous permettrait d'être 1 million le 17 mai et non pas 10 000. Ça serait un point important par rapport à la situation actuelle. Écoute, Bertrand, je pense qu'il n'y a pas une seule raison à ça. Les raisons sont toujours multiples. Il y a effectivement la peur d'être accusé d'antisémitisme, le souci de ne pas avoir d'emmerde, le fait d'être tranquille, la méconnaissance, le fait que de nombreux médias ne relaient pas l'information réelle, le sentiment de lassitude par rapport à un conflit. Anne-Cécile parlait de Tom et Jerry, ça n'en finira jamais. Bon, il y a tout ceci, mais en même temps, il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont en colère et qui s'expriment. Et je pense que la mobilisation, elle doit venir des citoyens, des réseaux sociaux. Et en fait, ça, si l'ensemble des citoyens font pression sur leurs parlementaires, font pression sur leurs élus, font pression, c'est aussi un rapport de force à construire. Un rapport de force à construire. Et donc, en partant d'Israël, on sait que les médias centraux ne bougeront pas parce que, en plus, je veux dire, les médias centraux sont mainstream, sont tenus par des milliardaires qui n'ont aucune envie de voir la gauche arriver au pouvoir. Et donc, diviser la gauche sur cette question-là, c'est une aubaine. Et ça permettra, et tant qu'on parle de l'antisémitisme de LFI, on ne parle pas de la taxation des grandes fortunes. C'est quand même aussi un bon dérivatif. Donc, il y a de multiples raisons pour faire qu'on en est à cette situation-là. Mais en même temps, là, et eux aussi, on a bien vu, c'est que on a très vite dégainé l'accusation d'apologie du terrorisme, très peu l'accusation d'apologie de crimes de guerre. Pourtant, il y a très fréquente l'apologie de crimes de guerre. Donc, en fait, il faut renverser ce rapport de force. Et se renverser ce rapport de force, on le fera par la mobilisation des consciences, par l'éveil des consciences, en refusant de se taire, en refusant de faire silence, en refusant de ne pas agir. Et si les médias centraux ne relaient pas cette colère, eh bien, les réseaux sociaux permettent de le faire. Les ONG sont là. Enfin, le travail que font, et aussi bien d'ailleurs, enfin, c'est pas par hasard qu'on les a invités. Le Monde Diplo comme média Amnesty, comme Regarde Centrale et Amnesty, euh, les accusations qui sont portées contre eux sont ridicules et même indignes, puisque Amnesty s'occupe des violations des droits humains partout. Et il ne regarde pas il regarde ce qui se passe, pas qui commet la violation. Médecins du Monde voit soigner les victimes partout. Et donc, l'accès aux victimes, elle est quelque chose d'essentiel. Mais donc, il ne faut pas il faut pas abandonner le combat. Il ne faut pas se décourager parce que c'est une montagne. Effectivement, je reconnais que au bout de quelques mois, en octobre-novembre, je dis, mais ça va pas tenir. C'est pas possible qu'on laisse ceci se dérouler et qu'on ait un tel tissu de mensonges, de mauvais arguments qui arrive. C'est toujours le cas. Mais il faut continuer à faire parce qu'une fois encore, l'histoire est longue et que ceux qui ont commis ça ne s'en tireront pas aussi facilement. Mais en tous les cas, si on commence maintenant à se dire, c'est une trop longue histoire, ça dure depuis trop longtemps, on n'y peut rien, eh ben, tout ce qu'on a fait depuis longtemps, on a maintenu une flamme quand même. On a maintenu une flamme, on a obtenu que ça ne soit pas complètement invisibilisé, que ça soit pas complètement silencieux. Une fois encore, il y a plein de gens qui savent. Et donc maintenant, en fait, il faut aussi vaincre la peur. Vaincre la peur parce que je ne veux pas parler pour Jean-François ni pour Nathalie, mais vous avez subi des attaques. C'est vrai que c'est pas agréable de recevoir des menaces de mort en permanence, d'être inquiété. D'ailleurs, je dois dire que la protection de ceux qui ont été inquiétés pour avoir dénoncé ça n'a pas été très rapide ni très massive à mettre en œuvre. Donc, il faut continuer à dénoncer et à mettre les gens en face de leurs contradictions. Il faut continuer à avoir, une fois encore, je pense que c'est non seulement... C'est une insulte à l'intelligence qui se passe, c'est une insulte à l'humanité, mais aussi on nous raconte des billes, on nous raconte des billes baisées, et donc il faut compter sur l'intelligence du public, sur le fait qu'il y a une instruction et que les gens ne vont pas croire n'importe quoi, et que ce qui est crédible, ce qui est documenté, ce qui est vrai, va finir par s'imposer à tous. Mais peut-être juste, peut-être amener paradoxalement un peu de nuance à ce que tu dis, Pascal, dans le sens où on a effectivement cette impression d'impuissance, et en même temps,
Pardon pour le en même temps. Et en même temps, on voit, nous, quand on a sorti notre rapport sur le génocide en décembre dernier, on pensait qu'on allait être laminé. On ne l'a pas été. On n'a pas été laminé, on a eu un certain nombre d'accusations, voilà, on va dire, par des personnes dont on attendait des accusations. Mais ça, il y a plutôt une forme d'indifférence qu'une forme d'accusation. D'ailleurs, on a été d'abord surpris parce que ça n'a pas été tant repris que ça. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte que progressivement, le terme est plus repris dans les médias. La semaine dernière, on a sorti notre rapport annuel. Et en fait, on a vu que la couverture de notre rapport annuel, elle revenait beaucoup dans un certain nombre de médias, y compris dans le Figaro, sur le terme de génocide, en disant Amnesty à nouveau accuse Israël de génocide et que c'était couvert. Ça nous a assez surpris en fait. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une sorte euh, d'effet Trump inattendu qui est que aujourd'hui, la critique générale qu'il y a contre Donald Trump, qui est un soutien de Netanyahou, de telle manière, euh, ben, ça fait que l'opinion commence à dire, ben, en fait, il y a quand même un problème. Si ce Trump qui nous fait peur, il soutient autant Netanyahou, et nous, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose où c'est moins polarisé. Vous parliez tout à l'heure, Anne-Cécile, des éditoriaux de Pierre Aski. Effectivement, il y a aujourd'hui il y a quelque chose quand même, il me semble, qui s'installe dans l'opinion et sur lequel il faut faire levier. Parce que ce qui manque, c'est la mobilisation à partir d'une forme d'indignation, parce qu'on a été nombreux à pas lâcher, à aller dans les médias, à dire ce qui se passait, à continuer à dénoncer, etc. Il faut réussir à passer de... Il y a une forme d'habituation, en fait. Voilà, c'est très grave, ça fait longtemps que ça dure, les enfants meurent, etc. Et il faut réussir à passer de de ça, de l'indifférence à, ben, en fait, on peut faire quelque chose. Parce qu'il y a l'habituation, puis après il y a l'impuissance. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je trouve en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui devrait nous donner l'impression, nous mobiliser collectivement pour dire que peut-être qu'il y a un levier qui est lié à cette indignation autour de Trump et Netanyahou, que oui, Israël Katz, il a refait une déclaration il y a un mois qui était extrêmement génocidaire, et ça a quand même été un peu couvert, que là, Netanyahou ne cache plus ses intentions de destruction, que Trump les soutient avec ses histoires de Riviera. Enfin, je suis peut-être moins négative sur le fait qu'aujourd'hui, il me semble que il y a des choses qui sont entendues différemment. Dernière chose, quand on a sorti notre rapport, on pensait qu'on allait perdre des donateurs et qu'on allait perdre des membres. On a gagné des donateurs, on a gagné des membres. Et en fait, je pense que l'opinion publique aussi, elle est sensibilisée aussi par tout ce qu'on fait et qu'elle n'est pas complètement lobotomisée par la polarisation du débat, quoi. Et il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Juste aussi pour aller dans le sens, enfin la synthèse des deux, peut-être pas, mais euh, s'il y a un décrochage effectivement entre le média mainstream pour lesquels finalement la guerre à Gaza est secondaire. On voit que sur les réseaux sociaux, c'est pas le cas, quoi, et qu'on faisait vachement suivi. En tout cas, moi, si je prends mon exemple, je suis vachement suivi sur les réseaux sociaux, même si aujourd'hui on m'invite beaucoup moins pour parler de Gaza, alors que la situation est encore plus dramatique, si tant est qu'on puisse le dire, que les mois précédents. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment une conscience. Et cela se traduit, tu l'as dit, par aussi, pour mon organisation par exemple, une collecte et des dons comme jamais on en a eu, quoi. Et donc, et, qui suit aussi la montée en charge dont ont pu bénéficier certaines associations, que ce soit Amnesty, MSF, MDM, qui ont été surmédiatisées pendant plusieurs mois parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément de journalistes internationaux, à part les médias que vous avez rappelés, mais en tout cas, des journalistes occidentaux, il n'y en avait pratiquement pas. Et donc, le relais passait par des ONG comme MSF, MDM. Donc, ça nous a remis un petit peu sur le devant de la scène médiatique. Et donc, simplement pour dire que voilà, euh, la population, dans sa grande majorité, je pense, est indignée de ce qui se passe. Ça se traduit par des dons comme jamais on en a eu, en tout cas chez nous. Et que donc, pour répondre à la question, continuez à donner un médecin du monde et votez bien, quoi. Voilà. Merci, c'était le mot de la fin.
Merci à nos intervenants d'avoir été à nos côtés ce soir. Je rappelle que cette rencontre était autour du livre de Pascal que vous pouvez trouver à l'entrée. J'ai cité tout à l'heure le livre d'Anne-Cécile, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. J'aimerais également citer le livre de Jean-François Corti, Géopolitique de l'action humanitaire aux éditions Erol en partenariat avec l'IRIS, qui sort le 15 mai. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.